J'ai été élu très jeune, j'ai été élu à 18 ans, le plus jeune adjoint au maire de France. On se met les dessins animés et puis je leur dis non mais attendez, il y a le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, j'avais 5 ans. Mes parents me disent mais c'est un peu être un extraterrestre entre guillemets, parce que comment voulez-vous qu'après à 18 ans, ils aient le premier réflexe d'aller voter. Enfin voilà, il faut être en soutien aux élus locaux, on condamne les violences contre les maires, on condamne les violences contre les élus locaux, contre les agents municipaux, mais la vérité c'est que les élus locaux c'est toujours la dernière roue du carrosse et on le voit avec l'actualité politique nationale. À aucun moment personne ne se préoccupe des élections municipales qui auront lieu dans 5 mois. Moi, ce que j'aimerais dire, en tout cas, effectivement, à ces jeunes-là, ne pas avoir peur de l'illégitimité. Ça, c'est primordial. On peut avoir des craintes, on peut avoir des doutes, on peut avoir des colères, mais il faut surtout avoir des envies, des idées et une vision pour le territoire. Si on veut être élu, pour être élu, ça ne fonctionnera pas. Bonjour Florent Rossi et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Bonjour, merci. Alors Florent, tu as 23 ans, tu es adjoint au maire et tu es président de l'Association des jeunes élus de France. Alors moi aujourd'hui, je souhaitais pouvoir échanger avec toi au milieu de ce contexte politique inédit et à l'approche des municipales de 2026. Je voulais qu'on puisse échanger sur les différents enjeux politiques et notamment d'engagement des jeunes en politique aujourd'hui et que tu puisses nous partager ton retour d'expérience avec les jeunes élus que tu as autour de toi. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. Donc, effectivement, j'ai été élu très jeune. J'ai été élu à 18 ans, le plus jeune adjoint au maire de France. Voilà, donc à Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes. Une petite commune, on est 3300 habitants entre Grasse et Cannes. Et effectivement, au cours de mon mandat d'adjoint au maire, je suis devenu président de cette association dont on va probablement reparler durant l'échange des jeunes élus de France, qui est une association transpartisane qui regroupe des jeunes élus sur tout le territoire, âgés de 18 à 35 ans, donc issus de toutes les régions, de toutes les formations politiques et de différents mandats, pas que municipaux. C'est important de le souligner. Et on travaille ensemble pour promouvoir l'engagement citoyen auprès des jeunes qui ne sont pas élus. Et nous, en tant qu'élus, créer un réseau, se former, s'accompagner, s'entraider, échanger, débattre. Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton engagement ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, aussi jeune, tu as eu le déclic et tu as voulu t'investir sur ta commune ? C'est une grande question en fait. Je pense que d'abord, j'ai toujours été passionné quand même de la vie politique, de la chose publique. C'est une anecdote que mes parents ou mes amis racontent souvent, mais en fait quand j'étais très très jeune, donc à 5 ans, je voulais déjà regarder les débats présidentiels. Mes parents un soir me disent mais on se met les dessins animés et puis je leur dis non mais attendez, il y a le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, j'avais 5 ans. Mes parents me disent mais c'est un peu être un extraterrestre entre guillemets, parce que mes parents sont pas du tout politiques, pas du tout politisés pour le coup, j'ai pas, c'est pas un héritage familial et j'ai toujours eu ça en moi, cette fibre politique pour l'engagement. Et c'est vrai que sont arrivées les élections municipales en 2020 où effectivement il y avait un désir quand même de changement, d'alternance dans ma commune à Auribeau-sur-Siagne et j'ai été candidat donc dans une liste, puis j'ai été élu par le conseil municipal comme adjoint au maire donc à l'été 2020 et depuis je sers la commune dans mes délégations, on mène beaucoup de projets, c'est beaucoup d'investissements mais c'est aussi beaucoup d'enrichissement parce qu'on apprend tellement. Tu peux nous préciser justement ces délégations ? Oui, alors elles ont changé en cours de mandat, mais notamment j'ai la jeunesse, la communication, les sports, ce qu'on appelle proximité qualité de vie, notamment la gestion des problèmes de quartier, des référents de quartier. Et puis je suis membre du CCAS, le Centre communal d'action sociale, et j'ai été à l'environnement au début du mandat. Et qu'est-ce qui t'anime en fait justement au travers de l'exercice de ces différentes délégations ? Qu'est-ce qui fait que quotidiennement sur le terrain, dans tes diverses responsabilités, tu t'éclates, on parlait tout à l'heure d'incarnation et quelque part de mission de vie. C'est pas anodin si déjà si jeune tu étais attiré par ces débats. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui résonnent en toi dans ce que tu es en capacité de faire pour rendre service en fait à la collectivité et à l'ensemble des citoyens qui sont à tes côtés. Clairement, je pense que la raison principale de l'engagement et ce qui me fait encore aujourd'hui vibrer, c'est d'aider les gens, les administrés, d'aider une espèce de communauté aussi, parce que quand on est dans une petite commune, un échelon local, même dans les villes moyennes, vous avez quand même cet esprit de communauté, d'entraide, de partage, et quand vous êtes élu local, vous êtes vraiment dans la proximité. Donc moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est d'échanger, c'est de rendre service et surtout de pousser des causes ou des projets. Moi, à l'origine dans ma commune, c'était notamment pour les jeunes et les familles. D'accord.
parce que je considérais que, notamment sur le dernier mandat 2014-2020, donc ce n'est pas la même municipalité, il y avait un sujet quand même sur la politique menée en faveur des familles, sur les relations avec le scolaire, sur la politique et la considération des jeunes dans la commune. Donc tout de suite, c'est pour ça qu'on a mis en place, dans mes délégations, j'ai mis en place le conseil municipal des jeunes, voilà, avec lequel on a mené beaucoup de projets, même on les a emmenés à Paris ici, visiter le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc ça a été vraiment, voilà, on l'a fait il y a déjà quasiment 4 ans et c'est une expérience incroyable. Donc ça a été le moteur de l'engagement en fait. Les jeunes, les familles, le lien humain, l'entraide, le partage. Et puis enfin, je pense que si je devais citer une autre raison, c'est aussi, c'est une raison plus comment dirais-je, plus politique, mais s'engager, mener des projets au sens large, pas que pour les familles ou les jeunes, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours parlé, qui m'a toujours plu. Et ce débat aussi, on peut ne pas être d'accord, mais on peut en débattre, même sur des sujets locaux, sur des sujets communaux. Voilà, donc pouvoir faire valoir à la fois des convictions, des combats au local comme au national avec l'Association des jeunes élus de France, et en même temps aider, porter des projets, parler à des générations jeunes, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Alors justement, parlons de l'association. Tu l'as rejointe à partir de combien de temps d'exercice de mandat ? Alors en fait, l'Association des jeunes élus de France, elle a été créée en 2020, donc suite aux élections municipales. Mais elle a été cofondée par 2 élus bretons, donc que je connais aujourd'hui, mais que je connaissais pas à l'époque. Donc ils ont lancé la machine. Moi, ils m'ont démarché, j'ai plus la date exacte, mais c'était mi-2021, donc c'était au bout d'un an de mandat. J'ai rejoint, mais en tant que simple membre. Puis une première année en tant que délégué de l'Association des jeunes élus en PACA, en fait, en région sud. Et effectivement, au bout d'un an comme délégué régional, il y a eu des élections internes à l'association. Et donc, j'en suis devenu le président avec une liste, avec un bureau qui a été élu à la fin de l'année 2022. Donc, bientôt 3 ans. Ouais. Bah c'est chouette. Voilà. Et justement, dans une période où on sait que politiquement, c'est très difficile, ça a toujours été compliqué pour les jeunes de s'engager, et notamment parce qu'il y a toujours cette problématique de reconnaissance de l'engagement. Qu'est-ce qu'elle a comme mission, cette association ? Qu'est-ce que vous cherchez à défendre, à promouvoir ? Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer ? Quelles sont si par exemple, tu avais 3-4 pistes clés là, comme objectif que vous êtes donné prioritairement, notamment avec les échéances qui arrivent, ce sont lesquels ? Il y en a beaucoup, ça c'est sûr. J'imagine. Mais je peux en prioriser 3-4 sans problème, on va dire. D'abord, juste avant de prioriser les 3-4, il y a quand même le sujet. Il y avait le sujet d'abord interne. Quand on a repris l'association, il fallait la remettre en route. Elle avait eu quelques incidents et une baisse d'activité au bout de la 2e année d'existence. Donc on a remis de l'huile dans les rouages. On a eu des partenaires avec la Commission européenne, avec l'Association des maires de France, avec la région Île-de-France. On a gagné des adhérents. On organise chaque année maintenant un congrès national mi-novembre des jeunes élus de France avec des jeunes étudiants qui ne sont pas élus pour leur donner le goût de l'engagement et des personnalités politiques assez fortes. Valérie Pécresse, Karim Bouamrane, vraiment on a eu des beaux participants l'année dernière. Par contre, sur les sujets donc plus nationaux, je vais en citer 4. Première priorité, mais je vais être très concret, très rapide. Première priorité, il y a le sujet du statut de l'élu, bien sûr, qui est un sujet politique, qui est un sujet national, avec cette proposition de loi qui a été votée par le Sénat et l'Assemblée nationale, mais qui est encore en cheminement, en seconde lecture, donc pour créer un vrai statut de l'élu qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire que l'élu, pour résumer, il pioche dans un espèce de patchwork juridique entre le Code du travail, le Code général des collectivités territoriales. Enfin, il n'y a pas une loi qui résume clairement les droits finalement de l'élu et le statut de l'élu. Donc l'AGEF se positionne là-dessus, notamment pour les jeunes. Deuxième sujet, la parité en politique, les femmes, l'engagement des femmes, parce que quoi qu'on en dise, certes, il y a du progrès, mais on n'est pas encore vraiment sur la parité totale. Notamment dans les exécutifs, en fait. Dans les exécutifs, dans les responsabilités, dans les délégations aussi attribuées, mais aussi dans l'exercice même du mandat. C'est-à-dire qu'une femme a des difficultés parfois supplémentaires. On parle beaucoup parfois d'inégalités salariales. Aussi la vie de famille. Enfin, il y a des contraintes. Nous, on a une conseillère départementale à l'association qui nous expliquait qu'elle était devenue jeune maman et qu'elle a vu sa vie changer. Quand elle est devenue maman avec ses mandats municipaux et départementaux. Donc il y a des sujets sur l'accompagnement des femmes et le mentorat des femmes qui parfois ont aussi plus de crainte à l'engagement quand elles ne sont pas élues. Donc on a mis un programme qui s'appelle Elzos en vue des municipales avec des marraines. C'est transpartisan. On a Ghislaine Senet, sénatrice écologiste, Yael Braun-Pivet, Rachida Dati, donc des colorations différentes. Troisième sujet, la ruralité.
Oui. Voilà, parce que l'engagement des jeunes, la place des jeunes en milieu rural face aux problèmes de fracture numérique, aux gros problèmes des mobilités, c'est un sujet qu'on veut porter et qu'on est en train de creuser. On en est encore aux prémices, mais en tout cas, on a une commission qui s'est mise en place sur le sujet. Et puis le 4e et dernier sujet, c'est un peu mon sujet prioritaire, on va dire, que j'essaye de partager largement à l'association et que je veux qu'on travaille après les municipales notamment, c'est l'éducation. Et c'est l'éducation au sens large. Mais pour moi, c'est l'éducation aux médias, la lutte contre les fake news, apprendre aux jeunes à dissocier une vraie et une fausse information sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'EMC, l'éducation morale et civique, qui est un enseignement qui aujourd'hui est mal, voire non enseigné dans les établissements scolaires, avec un programme inadapté, avec un système de notation franchement usé. Quand vous n'enseignez pas aujourd'hui en France à des jeunes avant leur majorité, comment fonctionnent nos institutions, comment fonctionnent les collectivités locales, comment voulez-vous qu'après à 18 ans, ils aient le premier réflexe d'aller voter. Enfin voilà. Donc voilà, pour te résumer au mieux, je dirais que ce sont les 4 sujets prioritaires de l'AGEF aujourd'hui. D'accord. Et quand tu parles de ces sujets prioritaires, en termes d'objectifs et de travail, il y a le travail que vous menez dans l'association pour que ce soit des sujets effectivement qui soient portés au niveau national par plusieurs élus jeunes et qui soient déclinés dans les territoires. Mais il y a, j'imagine aussi, le poids que vous représentez auprès des parlementaires français pour faire remonter un certain nombre de choses, pour faire évoluer. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, avec la durée de vie de l'association et le recul, tu es en capacité de me dire que ça fonctionne, il y a encore des pistes d'amélioration pour avoir une voix encore plus forte? C'est quoi ton retour à ce sujet? Oui, c'est intéressant comme question. Pour moi, d'abord, il y a toujours des pistes d'amélioration. Je suis toujours... Alors moi, personnellement, puisqu'on parle aussi de perso, je suis un éternel insatisfait. Donc, même quand c'est bien, il faut faire mieux. Donc, je l'applique aussi à l'AGEF. Je dirais que quand on a repris l'association fin 2022, on avait un point institutionnel qui était encore faible, quand même. Il y avait eu des échanges. Le précédent bureau avait quand même mis en place une base. Voilà, une base. Une marque, des statuts, un fonctionnement. Mais on a dû quand même se développer. La première année a été beaucoup plus orientée vers la restructuration interne de l'association, vers les jeunes élus. Vraiment, on s'adressait en priorité aux jeunes élus et on a dû solidifier la base. Ensuite, c'est intéressant parce que, effectivement, avec notre premier congrès national des jeunes élus, avec les premières propositions qu'on a poussées sur le statut de l'élu, on s'est emparé de sujets peu à peu. Et là, on a été entendu. Aujourd'hui, le poids de l'association, il ne pourra qu'augmenter, ça c'est clair, mais il a été quand même, je trouve, ces 2 dernières années... Propulsé quand même. Bien propulsé. On a eu des échanges... plusieurs fois avec des ministres, avec des parlementaires. On a été reçus sur le statut de l'élu lorsqu'elle était ministre des collectivités territoriales par Dominique Faure. Puis on a eu des échanges avec Françoise Gatel. On a eu des relais à l'Assemblée nationale. On a eu Violette Spibou notamment, députée Renaissance. Au Sénat, Alexandra Borchio-Fontimp. Enfin, je veux dire, des relais, on en a eu, des présences à notre congrès. Je citais le maire de Saint-Denis, Karim Bouamrane, tout à l'heure. Pas que, il y a eu Frédéric Dabil, directeur général de l'IFOP. On a eu vraiment des très beaux noms, des belles personnalités. Et on a des échanges maintenant récurrents. Je parlais aussi des marraines pour le programme de mentorat avec des personnalités politiques de premier plan. Voilà. Donc le point institutionnel de l'association, il existe maintenant, il se développe. On a été présent cette année dans toutes les universités de rentrée politique. Je trouve ça très intéressant. On a été chez les écologistes. Moi, petite personnelle, je suis allé débattre chez les jeunes écologistes. On était chez les Républicains à Port-Marly. On a été à Autun, chez Jean-Michel Blanquer. On a été à Blois au Parti Socialiste. Donc voilà, je trouve quand même qu'on a une visibilité qui augmente. Pour moi, et pour finir sur cette question, je pense... C'est mon avis, on verra ce que ça donnera demain, que le point de bascule de l'association peut être mars 2026. Parce qu'en réalité, si notre base adhérente fidèle, les quelques centaines de jeunes élus qui aujourd'hui rythment notre association, sont dans la promotion d'idées, participent à nos événements, restent, gardent leur mandat d'élu, réadhèrent à l'association après les échéances de mars 2026, mais que tous les nouveaux visages que l'on a vus dans les universités, dans les partis politiques, dans les territoires, en ruralité, dans les programmes de mentorat féminin, demain deviennent élus, ce seront des nouveaux membres et des nouvelles forces vives pour l'association. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. En fait, tu fais juste la transition sur un sujet qu'on souhaitait évoquer tous les deux, qui est justement l'engagement des jeunes et l'engagement des jeunes dans ces municipales. Parce que voilà, aujourd'hui, on est le 10 octobre et on est dans un contexte politique malheureusement qui s'enlise et notre crainte partagée c'est que
potentiellement entre ce qui se passe au gouvernement et ce qui pourrait arriver à nouveau à l'Assemblée nationale s'il y a une dissolution, en termes de calendrier, ça viendrait totalement anéantir en fait la campagne des municipales, le débat sur les municipales. Et donc, ce qui se passe aussi d'un point de vue citoyen avec cette défiance qui est encore amplifiée envers le politique pourrait et aura indéniablement un impact en fait sur la mobilisation pour le vote en mars 2026, alors même qu'on a eu une élection en 2020 qui a été complètement anéantie par le virus Covid. Et bien là, on se retrouverait à nouveau avec une campagne et des municipales dont toutes les voix seraient totalement en fait étouffées. Et ça, ce serait vraiment dommage. Tout à fait. Dans les grands discours des responsables politiques nationaux, les discours notamment officiels de l'État, il faut être en soutien aux élus locaux, on condamne les violences contre les maires, on condamne les violences contre les élus locaux, contre les agents municipaux. Mais la vérité, c'est que les élus locaux, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Et on le voit avec l'actualité politique nationale. À aucun moment, personne ne se préoccupe des élections municipales qui auront lieu dans 5 mois. Ouais. Je lisais dans la Tribune dimanche, ce dimanche, une possibilité, alors qui n'a pas été révoquée depuis, mais de décaler des élections municipales, encore une fois, alors que tu l'as très justement souligné, il y a 6 ans, avec le Covid, la crise sanitaire, on a déjà eu grande difficulté à mener des campagnes sereines et avoir un vote serein avec un entre-deux-tours de 3 mois, alors pour des raisons qui nous échappent, mais là, les raisons, elles ne nous échappent pas en réalité. C'est pas une raison sanitaire, c'est une raison ultra politique. C'est ça. Voilà, donc là-dessus et surtout démocratique, parce que moi je voudrais vraiment soulever cette notion-là et rappeler à l'attention des auditeurs, on est vraiment dans une période démocratique critique. Et si effectivement, on ne sort pas de ça, on va totalement anéantir la démocratie et le rôle de la démocratie pour les municipales. Or, il est là l'enjeu majoritaire aujourd'hui d'engagement et d'implication de la citoyenneté dans notre pays. Il y a à la fois le sujet des engagés et puis il y a le sujet des électeurs. Moi, je le dis toujours en tant qu'engagé, quand vous refaites un trottoir, quand vous répondez à un administré sur des problèmes de haies qui dépassent sur la voie publique, sur les aboiements de chiens, enfin, je fais exprès un peu de caricature, mais la réalité, c'est que c'est pas d'être de droite ni de gauche. Non, c'est le quotidien des Français. C'est le quotidien, la sécurité, la voirie publique. Enfin, honnêtement, quand vous êtes élu local, quand vous êtes maire, adjoint au maire, conseiller municipal, vous êtes dans la proximité, dans l'échange, et vous ne regardez pas quand vous recevez dans votre bureau si la personne que vous avez en face a voté pour vous aux dernières élections ou non, si elle est de droite, si elle est de gauche, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, quel est son parcours de vie, vous ne le regardez pas. Et justement, dans la période actuelle critique que l'on vit pour effectivement la démocratie, le moment justement à mon sens de reconnexion des citoyens avec la vie politique, c'est le local. C'est justement le moment, cette fameuse campagne électorale locale où chacun peut s'exprimer sur son quotidien, sur ce qu'il vit dans sa ville, dans sa communauté et avoir une élection sereine. Ça fait des années qu'on n'a pas eu une seule élection sereine. L'élection présidentielle, quoi qu'on en pense, le résultat est légitime, mais la vérité, c'est que les gens ne votent pas forcément, en tout cas pas majoritairement, par conviction. Ils votent contre quelqu'un. Par défaut. Aux législatives, ils votent contre quelqu'un, front républicain ou pas front républicain, mais ils votent contre à chaque fois. Et je pense qu'aux élections municipales, c'est l'élection, justement, où on peut voter pour, parce qu'on connaît la personne, parce qu'on connaît l'équipe, parce qu'on connaît le projet, parce que le projet, il est lisible, il est clair. Ça va me concerner dans ma vie quotidienne. Ça va être la sécurité, la voirie, je le dis tout à l'heure, mais pas que. Ça va être la gestion du scolaire si j'ai des enfants, ça va être la gestion de la culture et des festivités, ça va être la gestion de mon association si je suis membre d'une association dans la commune. C'est de l'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire, c'est les transports en lien avec l'agglo et la région. Donc je pense que décaler aujourd'hui des municipales, ou du moins déconsidérer des municipales, parce que même si elles demeurent le 15 mars, qui a priori sera le cas, il y a une déconsidération de cette échéance qui est majeure. Et au profit, malheureusement, et je m'arrête là, mais d'un débat qui aujourd'hui, objectivement, est complètement stérile et déconnecté des attentes des Français. Moi, je le dis honnêtement, à l'Association des jeunes élus de France, on se bat depuis 3 ans pour dire aux jeunes de s'engager, de s'intéresser à la politique et à la chose publique. Et je le dis comme je le pense. En 10 secondes, en allumant une chaîne info et en tombant sur un responsable politique aujourd'hui, vous avez à peu près 90% de chances que notre message soit cassé
en 1 ou 2 minutes d'échange, par de la langue de bois ou par des stratégies politiques. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment regrettable. Ouais, je partage totalement ton point de vue, Florent, et c'est aussi pour ça que ta voix, comme la mienne, comme toutes celles en fait qui continuent à avoir foi dans cet engagement, elle compte, parce qu'on doit le redire, parce que ces élections municipales, elles comptent. Il faut qu'on en parle un maximum, parce que quand je parle d'exercice de la démocratie, bien évidemment, il y a les pouvoirs, les majorités en place qui ont travaillé avec leur programme, avec leurs objectifs. Il y a les oppositions qui se battent. Et aujourd'hui, quand on se met à la place des oppositions qui essayent aussi de faire entendre leur voix, elles sont d'autant plus étouffées dans cette période critique. Et puis, il y a la voix des citoyens totalement déconnectés, totalement en défiance envers le politique. Et l'élément clé, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est cette notion de lien. Je pense que vraiment, ce qui va permettre de reconnecter les Français, c'est l'incarnation des leaders sur le terrain, dans leur collectivité, en créant ce lien de proximité évident, naturel, dont les gens ont besoin. Et c'est en appelant, en fait, avec cette incarnation, permettre l'expression du plus grand nombre de voix citoyennes et faire en sorte de redonner aux gens l'envie de s'intéresser à la chose publique, mais en repartant de la base, parce que les meilleurs exemples, et c'est malheureux, mais on ne parle que de la politique nationale, on ne parle que des élus nationaux, mais il y a des milliers d'élus sur les territoires qui passent des jours et des nuits aux côtés de la population à travailler pour des indemnités. Là, on reviendra tout à l'heure sur ce fameux statut de l'élu, et qui sont malgré tout des bonnes âmes qui ont envie en fait de faire évoluer la société et de donner le plus possible aux gens. Et malheureusement, aujourd'hui, il risque d'avoir un dégagisme aux élections municipales, alors qu'en fait, c'est une élection locale incarnée par une personnalité qui a envie de s'engager auprès de ses citoyens. Oui, là-dessus, pour rebondir, d'abord, il ne faut pas se tromper effectivement d'élection, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Français mettent des bulletins de vote défouloirs, quels qu'ils soient, qu'on soit pour ou contre le président de la République, qu'on soit pour LFI, pour le RN, pour n'importe quelle autre formation politique. Il ne faut pas que le bulletin de vote soit défouloir, dans le sens où l'élu local aujourd'hui, le maire, n'a pas en réalité de responsabilité directe ou indirecte avec la situation politique nationale actuelle. La situation actuelle, c'est l'État, c'est le Parlement, ce n'est pas de la responsabilité aujourd'hui des municipalités, et il faut bien que les Français aient en tête, je pense que certains l'ont en tête au vu des sondages qui placent toujours le maire et l'élu local comme premier socle de confiance chez les Français, mais quand même, je pense qu'il faut avoir en tête que c'est avant tout les élus locaux, comme les Français, qui en pâtissent. Oui. Parce qu'en réalité, ça bloque la réalisation de projets, ça cause déjà qu'elle est plus qu'existante, la bureaucratie et les lenteurs administratives, baisse de moyens alloués aux collectivités assez flagrante, demande d'efforts supplémentaires en permanence aux municipalités, aux départements notamment. Donc, la réalité, c'est que les élus locaux, ils sont tout aussi comptables de cette situation, et pour le coup, ils ont beaucoup de courage dans les circonstances actuelles de tenir, sûr, voire de vouloir se représenter en mars 2026, en règle générale. Et pour finir là-dessus, il y a aussi un message d'engagement à porter, à mon sens, auprès des administrés dans les communes pour les municipales à venir, en leur expliquant, en tout cas ceux qui aiment ou qui s'intéressent un minimum à la vie publique, politique, à la vie de leur commune, de leur cité, que l'engagement local, malgré tout, c'est le plus concret, c'est le plus beau et c'est le plus noble. Parce que dans la période dans laquelle on vit, je pense que le fait de se recentrer sur un engagement local et de se dire « Ok, au niveau national, c'est extrêmement compliqué, mais moi, au niveau local, j'apporte quelque chose, je sers à quelque chose. » Ne serait-ce que quand vous écoutez quelqu'un, quand vous le prenez en considération, même si c'est une demande mineure, vous avez l'impression d'avoir été utile pour cette personne. Et ça, c'est à mon avis un message à remettre au cœur du projet et du sujet pour les municipales de 2026 pour inciter un maximum d'administrés à éventuellement s'engager dans des listes électorales municipales, qu'elles soient sortantes ou opposées, parce que je crains quand même que la situation politique actuelle, nationale, refroidisse des gens de s'engager, y compris au niveau local, en se disant « Oh là là, la politique, c'est compliqué. Ça sert plus à rien. Voilà, ça sert plus à rien, ou alors c'est compliqué, je vais m'exposer pour pas grand-chose. Non, je décline la proposition, je ne me rends pas dans cette liste aux élections municipales. » La politique locale et la politique nationale, ce n'est pas la même chose, ni pour l'électeur, ni pour l'administré, ni pour l'élu et l'engagé. Oui. Mais ça, malheureusement, c'est vrai qu'on paye des années de désengagement. Et à mon sens, il y a deux sujets clés. Il y a un, ça va demander aux candidats
maire en place ou candidat de l'opposition, à redoubler d'efforts sur cette dimension d'incarnation de leadership pour attirer l'attention des citoyens et faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien de confiance, parce que c'est ça qui va faire la différence. Enfin, moi, je vois, j'ai des candidats que j'accompagne. Il y en a qui sont très autocentrés sur le programme, les idées. D'ailleurs, on le voit souvent sur les réseaux sociaux en ce moment. Hein. On commence à démarrer sur voilà, moi, ce que je veux pour ma ville. Mais en fait, s'il n'y a pas eu de lien créé avec la personnalité, avec le contexte qu'il y a là, c'est malheureux, mais ça ne fonctionnera pas. Et deuxièmement, le sujet d'alerte, c'est que on a de moins en moins effectivement de citoyens qui sont engagés politiquement parce que ils considèrent que c'est politique. Or, en fait, on est des citoyens. Par définition, en étant citoyen, on est des acteurs de la cité. Et la seule façon de permettre à ce monde et à ce pays de fonctionner, c'est que chacun, dans sa dimension, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et on le fait tous les jours quand on va travailler, quand on a des amis. Voilà, on fait fonctionner autour de nous une espèce de société dans laquelle on apporte notre contribution. Et aujourd'hui, il faut qu'on redouble nous aussi d'efforts sur cet engagement-là si on veut transformer. Parce que moi, je suis comme toi, hein, je suis pas de nature fataliste. J'estime qu'on a tous notre mission à faire ici, sur ce territoire. Et je pense que voilà, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience à toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qu'on a tous une place au cœur de cette cité pour faire changer les choses et que c'est pas juste en disant non, finalement, je crois qu'on pourra jamais rien changer. C'est pas vrai. Il faut juste prendre le temps de s'engager et prendre le temps, effectivement, d'aller créer ce lien sur place, chacun dans nos collectivités. Ah, tout à fait, c'est le plus concret. De toute façon, c'est ce qui marche aujourd'hui le mieux. Et nous, on le dit aux jeunes, effectivement, même qui sont engagés dans des formations politiques, dans des partis politiques. Le parti politique, c'est bien. Le militantisme, c'est bien. C'est pas la même chose que d'être élu local. Parce que vous apprenez, c'est enrichissant. Là, on parle de la situation nationale, de la politique locale. Il y a aussi un vrai sujet sur l'enrichissement et l'apport humain qu'on a d'un mandat. Moi, je l'ai vu dans mon mandat. Gestion de conflits entre administrés, entre élus, entre agents. Vous avez toujours, dans tous les cas de figure, une gestion de l'humain à avoir. Quand vous avez quelqu'un qui vous demande quelque chose, mais à qui vous ne pouvez pas dire oui, parce que c'est juste pas possible. C'est pas possible, c'est pas de notre ressort, ou c'est infaisable pour des raisons X ou Y. Vous devez apprendre à gérer la réaction. Oui. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être violente. Donc, vous apprenez. Et moi, quand je suis arrivé dans ce mandat d'élu local, c'est vrai que je ne connaissais pas, par exemple... Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas. Il y a pas, ce que je dis souvent, il n'y a pas d'école pour être élu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage. Un élu, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Ça peut être à terme de l'expérience, bien sûr. Mais quand vous arrivez à 18 ans, vous n'avez a priori... Vous avez des idées, vous avez des compétences à votre jeune âge, mais il n'y a pas, si tu veux, de prérequis. Bien sûr. On est élu. Et je ne connaissais pas le PLU, le PLH, le SCOT, toutes ces abréviations qui ne voulaient rien dire au début. Et 6 ans plus tard, je me dis, mais maintenant, je sais exactement ce qu'est un PLU, je sais exactement comment fonctionne un budget de collectivité, je sais exactement comment fonctionne une agglo, parce qu'on représente la commune à l'agglo dans des commissions. Donc, il y a vraiment 1001 sujets, et c'est pour ça que je veux vraiment pousser, moi, les jeunes à mon humble niveau, en leur disant, quand vous allez sortir de là, il y a l'expérience politique, il y a les dossiers, les projets que vous menez, mais il y a aussi l'enrichissement, l'apprentissage humain, personnel, à la fois sur effectivement la gestion de l'humain et sur les compétences. Bien On sûr. développe tellement de choses et c'est tellement intéressant. Et je pense qu'honnêtement, sur la personnalité, ça arme déjà. Je pense que ça blinde, entre guillemets, et surtout, ça permet, comme tu le disais, et tu as raison de le souligner, de ne pas être fataliste. Je pense que quand on est élu local, on est, à part ceux qui démissionnent, et parce que parfois ils ont des très bonnes raisons de démissionner, avec la violence contre les élus, lenteur administrative et le reste. Et la charge mentale. La charge mentale, la difficulté de conciliation. Enfin, il y a des gros sujets et des gros dysfonctionnements là-dessus. Mais en tout cas, quand on est élu local, on se force, du moins, à ne pas être fataliste en se disant, je vais trouver une solution. Oui, mais on a besoin. Les gens ont besoin, en fait, de ça. C'est comme ça qu'on fonctionne en société. C'est le cœur, le principe même de la cité. Et tu es allé, du coup, sur les sujets qu'on souhaitait aussi évoquer et sur lesquels on souhaitait débattre, qui est ce fameux statut
statut de l'élu, puisque tu vois, tu parles de compétences, moi, et notamment en termes de management. Tout à l'heure, tu parlais de il va falloir gérer la façon dont la personne va réagir, mais même en amont, il faut savoir et être en capacité de gérer la transmission du message. Et là, moi, je reviens sur mon expérience et mon accompagnement aujourd'hui au travers de ce que je mène auprès des collectivités. Et avec le recul, malheureusement, on voit bien que les élus ont du mal à vouloir se former sur cette dimension managériale. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui était sorti qui disait que plus de 31% des démissions, elles étaient dues à des problèmes de gestion de conflits en interne. Ce qui est bien le souci, c'est que quand on arrive en collectivité, on se dit « oh là là, il faut que je me forme sur tous les sujets urbains, budget, prioritaires » parce qu'on n'y connaît rien. Mais il y a une dimension totalement oubliée sur laquelle moi, j'axe systématiquement les équipes et j'ai du mal parce qu'ils considèrent que c'est pas prioritaire. Mais la priorité, c'est déjà d'être bien soi-même dans l'exercice du mandat. Ensuite, c'est de faire en sorte que son équipe soit bien, de bien communiquer déjà avec son équipe, ensuite de bien communiquer avec les services et de savoir communiquer avec les citoyens. Parce que à la base, c'est juste déjà du relationnel, de l'écoute et de la communication. Et ça, c'est quelque chose de totalement négligé en mandat. Je suis entièrement d'accord, mais alors vraiment entièrement d'accord. En fait, sur le sujet de la formation et sur le sujet de l'attitude, je pense qu'effectivement, il y a 2 points. Il y a le sujet de la formation, comme tu le dis, sur les sujets de fond, donc urbain, budget, où il y a quand même un gros point de blocage. C'est qu'aujourd'hui, rien n'est prévu pour les primo-élus qui arrivent dans un mandat. Imagine pour un jeune, il faut à la fois développer les compétences et en plus arriver à se faire sa place au milieu d'un conseil municipal parfois redoutable. Hein. Tout à fait, parfois. Oui. Non, mais la politique ça locale, fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité, il faut dire ce qui est. C'est pas tout beau, tout rose. L'engagement local, c'est noble. Parfois, la gestion du conseil municipal ou les relations entre élus, c'est compliqué. Donc, surtout dans des grandes villes ou dans des villes très politisées, on a des témoignages, nous, de jeunes élus, qui baissent les bras, hein, honnêtement, ou qui démissionnent avant la fin du mandat. Donc, il y a ce sujet de la formation qui, d'ailleurs, dans le statut de l'élu, est partiellement comblé. Nous, à la GEF, on a toujours plaidé, donc ça a été une solution retenue, pour une formation obligatoire de tous les élus dans les 6 premiers mois du mandat, justement avec un tronc commun, pour s'assurer que tous les nouveaux élus soient au courant du fonctionnement d'un budget, du fonctionnement des règles d'un conseil municipal, des règles minimum d'urbain et d'aménagement du territoire, et surtout de la prévention aussi des risques, parce que quand vous êtes élu, vous avez des risques de plus en plus énormes. De plus en plus énormes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très peu d'élus qui en fait sont informés en amont, qui peuvent se trouver rapidement en situation de conflit d'intérêts ou en situation d'être mis en cause sur tel ou tel sujet sur leur délégation par un administré. Donc ce sont des sujets de la prévention des risques, à la fois juridiques, mais aussi les risques inondation, incendie, plan de sauvegarde. Il y a énormément de choses à avoir en tête. Moi, je suis élu dans une commune, zone inondable partout. Voilà. Quand on arrive là, la formation sur le sujet, elle est indispensable. Donc, je trouve ça très bien, très positif qu'effectivement une disposition pour la formation obligatoire soit inclue dans le texte. Ça, c'est sur la formation des compétences. Et sur la formation de l'humain, là où je ne peux que te rejoindre, c'est que quand même, on constate des vraies différences dans la réussite d'un mandat, dans la réélection et autres, en fonction, effectivement, de la personnalité, de l'attitude, de la capacité aussi de travail du maire, notamment. Oui. Quand on a, tu soulignais le manque de compétences managériales, le maire, c'est aussi la pierre angulaire dans une municipalité. Il y a des maires qui, aujourd'hui, réussissent brillamment par leur capacité. Moi, je prends cet exemple-là. On va me dire c'est l'exemple le plus simple, mais je trouve que David Lisnard à Cannes, en tant que président de l'AMF aussi, réussit bien. Il a une majorité qui est solide, qui est soudée. Pourquoi ? Il a une colonne vertébrale et il a une incarnation. Voilà, il a une incarnation, il a une colonne vertébrale et il travaille. C'est un maire qui, chaque semaine, va sur le terrain avec sa voirie, avec ses services techniques, avec sa police municipale. Pour les agents municipaux, ça compte. Pour les élus, dans leur délégation, ça compte. En revanche, quand vous avez un maire qui ne travaille pas, se désintéresse
est absentéiste ou n'a aucune effectivement compétence en communication, en management, forcément ça devient extrêmement compliqué à gérer. Et c'est souvent dans ce genre de collectivité où, c'est mon cas, donc voilà, je parle en connaissance de cause, où le conseil municipal finit complètement déchiré, effrité, avec des groupes, avec des polémiques, ce qui est regrettable à vivre, d'autant plus dans les petites communes. Hein. Mais voilà, je pense qu'effectivement, tu as raison. La formation aussi de l'humain, la formation en communication, et puis aussi la formation en stature, c'est-à-dire que quand on est maire, par exemple, on est dépositaire d'un mandat public, on doit incarner cette fonction. Et parfois, dans certaines communes, certains ne le comprennent pas bien. Et oui, mais parce que je pense que tout est relié à moi j'appelle ça cette hypocrisie politique au niveau national de refuser d'avoir un débat courageux et sincère sur ce fameux statut de l'élu, en fait. On refuse de considérer, et là on voit que ça revient un peu, le sujet revient sur la table, de considérer que être un élu, c'est être un professionnel, en fait. Et donc on sent bien que la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'on refuse de donner toutes les clés dans le statut de l'élu parce que si on en donne trop, eh bien, c'est considéré que, du coup, on professionnalise la vie politique. Or, tout, aujourd'hui, nous montre que dans tous les cas, il faut des professionnels. Mais est-ce que c'est un gros mot d'être professionnel de la politique ? Absolument pas. Ça dépend ce qu'on y met derrière. Mais on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accompagnement, eh bien, on envoie en fait des élus complètement au casse-pipe parce qu'ils ne sont pas armés aujourd'hui pour gérer l'ensemble des responsabilités qu'on leur demande de gérer. Et cette déconnexion après sur le terrain, eh bien, elle arrive malheureusement parce qu'on en demande trop, parce que là, on se retrouve à avoir eu un nombre de démissions qu'on n'a jamais observé. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des maires qui sont arrivés, qui se sont donné des objectifs de mission complètement disproportionnés parce qu'ils avaient de grandes ambitions pour la ville et puis arrivés sur place, mal accompagnés ou pas accompagnés, eh bien, finalement, ils n'arrivent pas en fait à gérer. Et puis, il y a ce côté burn-out où finalement j'ai tout donné, j'y arrive pas, je comprends pas, et puis je suis obligée de m'éclipser, je suis obligée de prendre du temps pour moi parce que là c'est fini, en fait j'y arrive plus en termes de charge mentale. Et ça, en fait, on devrait pas permettre ça aujourd'hui politiquement parlant au niveau national. Et pour autant, on a personne qui s'empare vraiment du sujet parce que ce soit à droite ou à gauche, on refuse courageusement de dire oui, c'est professionnel et donc on donne les moyens. On a un pseudo budget de formation parce qu'on a estimé il y a quelques années qu'il y a eu effectivement des fraudes avec la Caisse des dépôts, mais pour autant, on refuse de donner les moyens aux élus aujourd'hui d'être accompagnés. On est à 5 mois des élections municipales, on sait toujours pas comment les élus, et on veut, on promeut l'engagement, oui, mais on n'a toujours pas défini comment on allait pouvoir accompagner tous ces jeunes, toutes ces personnes qui vont vouloir s'engager, qui vont arriver en fait à la tête des municipalités en mars 2026. Qu'est-ce qu'on leur propose en fait pour permettre d'exercer ce mandat dans la plus grande des sérénités ? C'est vrai que la proposition de loi du statut de l'élu, elle répond pas totalement, mais elle répond partiellement. Elle apporte un certain nombre de propositions, de mesures qui c'est mieux que rien, on va dire. Il faut les saluer. Nous, en tout cas, à l'AGEF, nos propositions ont été majoritairement reprises, donc on est quand même satisfait sur ce volet-là. Après, là où je te rejoins complètement, c'est sur notamment les démissions nombreuses de maires, le fait de ne pas d'arriver plein de projets, plein d'envies au début du mandat et de finalement être extrêmement déçu du résultat à la fin. Il y a un problème de statut, mais il y a aussi, c'est surtout un problème, à mon sens, effectivement, de manque de moyens, tu l'as souligné, et aussi de lenteur administrative, de manque de moyens et surtout de bureaucratie, en fait. C'est-à-dire que quand on doit passer 1001 étapes, 1001 validations de tous les corps ou de toutes les agences de l'État pour mener un projet qui parfois peut sembler franchement pas insignifiant, mais enfin un projet qui n'est pas le projet cœur du mandat, ça peut vite décourager, ça peut vite devenir difficile parce que la gestion de projet, c'est être élu, être maire, être élu local, c'est pas que de la gestion de projet. Bien sûr. L'accomplissement d'un projet se fait en parallèle de la gestion, ce que moi j'appelle la gestion à la petite semaine, c'est-à-dire cette gestion qui peut vite vous embuer, vous saturer, et c'est là le risque. C'est le risque de l'élu local ou du maire, mais comme au niveau national. Ils sont complètement embués justement par la gestion à la petite semaine maintenant au niveau national. Ouais. C'est qu'on n'a plus de vision sur le long terme, on ne cherche plus à atteindre des objectifs précis de développement par exemple, de la commune,
mais on cherche à gérer la petite semaine. On éteint les feux, les incendies. On éteint les incendies, après les courriers, les pétitions, la voirie, le trou dans la chaussée. Oui, d'accord, ça c'est normal de le traiter, c'est normal de le gérer. Mais c'est là le risque principal aujourd'hui pour le maire, c'est de ne pas se laisser abattre, entre guillemets, de ne pas se laisser avoir par cette gestion courante qui est extrêmement envahissante dans le quotidien de l'élu local. Je dis le maire, mais c'est l'adjoint conseiller bien sûr aussi, tout le conseil, au détriment finalement de la gestion de projet qui, effectivement, peut vite être vu comme quelque chose d'assez compliqué, décourageant, en raison notamment des lenteurs administratives, de la bureaucratie, des nombreuses étapes, parfois des résistances aussi dans le conseil ou dans la population. Et donc, ça peut vite devenir compliqué. Sur le statut de l'élu, je pense quand même qu'il y a des réponses qui sont apportées. Sur les sujets de la formation, il y a des sujets aussi sur la reconversion professionnelle, quand vous perdez votre mandat. Oui, parce que ça fait partie aussi des sujets un peu rédhibitoire d'engagement. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur une liste, c'est ce qui fait peur, c'est mais à partir du moment où je vais être affiché, en termes de profession, derrière, on va plus vouloir de moi. Alors déjà, il y a ceux qui sont on voit bien la différence entre ceux qui sont dans le public et ceux qui sont dans le privé, déjà, la possibilité de s'engager. Et puis même a posteriori, c'est-à-dire une fois que j'ai fait mon mandat, plus personne va vouloir de moi parce que je suis passée par la collectivité, alors que la reconnaissance du CV, elle est magistrale. C'est-à-dire que les compétences acquises lors d'un mandat, et ça fait partie des sujets vraiment de fond à valider. Les compétences acquises à la fin d'un mandat sont extraordinaires et elles sont multichamps en plus. Je dis souvent aux jeunes, parfois il y a des jeunes qui ne sont pas élus. Ça m'est arrivé avec notamment un jeune qui avait 19 ans, je crois, que j'avais rencontré à Paris l'année dernière. Donc les municipales approchant, qui me dit l'année prochaine, peut-être que je voudrais m'engager, mais il avait 2 grosses craintes. Il avait la crainte du syndrome de l'imposteur, de pas avoir la légitimité. Donc je lui explique, je lui dis, il n'y a pas d'école pour être élu. Si tu ne te sens pas légitime, commence petit, mais essaye d'y aller. Si c'est quelque chose, au fond de toi, tu as envie, n'aie pas peur, tu le regretteras. C'est tous les 6 ans une échéance électorale municipale. Donc si on loupe le coche, on attend 6 ans. C'est pas comme un travail, je sais pas, peut-être que j'attends. Je reviens dans 3 mois. Voilà, je reviens dans 3 mois. Donc c'est quand même pas tout à fait le même cas de figure. Donc il y avait ce premier point. Et donc la deuxième crainte que ce jeune m'a évoquée, c'est notamment la crainte d'être bloqué, d'être freiné au recrutement. Et c'est la vérité, il y a beaucoup de jeunes élus qui l'ont vécu, donc il faut être transparent là-dessus. L'employeur qui dit tu es élu, tu es adjoint au maire, tu es conseiller départemental, ça va être compliqué. Est-ce que tu vas vraiment avoir du temps pour moi, pour mon travail, pour ton travail, pour mon entreprise? C'est un vrai frein à l'emploi. Et à la GEF, on en rigole parfois en disant mais c'est vrai qu'en fait, la plus grosse plus-value, c'est d'avoir été élu, de ne plus l'être et de l'avoir sur le CV. Mais c'est regrettable d'en arriver là. Parce qu'en réalité, tu as raison de le dire, c'est que les compétences à la fois humaines, sociales, mais aussi les compétences techniques. Et en gestion de projet. En gestion de projet apportées par un mandat d'élu, elles sont extrêmement valorisables aux yeux d'un futur employeur. Par contre, quand on est en mandat, en responsabilité, pour l'employeur, parfois, c'est quelque chose de rédhibitoire. Moi, j'ai de la chance, je suis tombé dans plusieurs métiers, mais le dernier, pour les 2 dernières années, dans une entreprise qui m'a vraiment permis de concilier, qui me poussait même et qui trouvait ça formidable d'avoir un jeune adjoint au maire dans son équipe, dans son entreprise, et en même temps qui avait un mandat sur le terrain. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Non, il faut tomber sur une entreprise extrêmement bienveillante. Voilà. Et juste pour finir là-dessus, la seule nuance quand même que j'apporterai, parce que tu parlais de la professionnalisation du métier. On ne va pas dire qu'on est en désaccord, mais en tout cas, la nuance que vraiment j'apporterai, c'est que oui, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Le mandat de maire ou les mandats politiques locaux peuvent être considérés comme professionnels parce qu'aujourd'hui, face à la complexité du monde, face à la complexité des lois et face à la complexité aussi des compétences demandées. Des compétences demandées et du travail, de la capacité de travail à fournir sans baisser les bras, sans tout arrêter. Et voilà, elles sont fortes. Et donc oui, il y a une espèce de professionnalisation à avoir au sens de la conciliation, au sens du statut clair à avoir au niveau légal et au sens de la formation, aussi bien dans le perso que dans les compétences. Par contre, moi, la seule nuance, c'est vrai que je dis souvent aux jeunes, pour moi, c'est
c'est un mantra, mais il faut avoir une indépendance quand même financière, ou du moins un métier à côté, même si c'est un mi-temps, même si c'est à son compte, même si c'est un petit job, mais il faut avoir autre chose. Oui, ça relie à la réalité. Ça relie à la réalité. Et moi, je trouve que honnêtement, les Français aujourd'hui ne veulent plus des responsables politiques, et on le voit dans leurs expressions, regardez les réseaux sociaux, les commentaires que font des millions de Français. Honnêtement, les Français ne veulent plus de ces politiques qui ont été politiques à 18 ans, mais qui le sont encore à 75. C'est ça. Et avec une multiplicité de cumul de mandats. Avec un cumul de mandats terrible depuis 40 ans. Et moi, je ne suis pas contre l'expérience. Je ne suis pas contre qu'un maire, parce qu'il est un bon maire, fasse 3, 4, 5 mandats. Aucunement contre. Je suis pas pour la limitation dans le temps des mandats de maire, de 2 ans, de mandats. On entend ce débat parfois. Je suis complètement défavorable à ces propositions-là. La seule chose, c'est que je pense que pour rester crédible et pour avoir un personnel politique qui corresponde quand même à la vision et aux attentes des Français, il faut toujours garder un pied connecté à la réalité. Et qu'on soit maire, député ou autre, le fait d'avoir une petite, je dis bien une petite activité à concilier avec le mandat, pour moi, ça me paraît essentiel. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment aujourd'hui ce qui ennuie majoritairement les Français et qui caractérise cette déconnexion systématique et qui donne raison finalement, puisque on a des élus, même au niveau national, qui vont parler d'économie, qui vont parler au nom des TPE, PME, des entreprises, et qui ne savent absolument pas ce que c'est que de travailler en entreprise, et encore moins ce que c'est que d'être chef d'entreprise. Et c'est tout le paradoxe. Donc c'est indéniable aujourd'hui, et je partage ton point de vue sur le fait de garder un pied dans le monde professionnel. C'est ça qui permet ce lien aussi pour parler au nom des gens et être en capacité de les écouter. Mais après, c'est ce qui justement induit indéniablement un accompagnement, ou en tout cas à la hauteur, pour permettre en fait à ces maires et à ces adjoints et à ces élus de pouvoir exercer le mandat de manière en toute sérénité, on va dire, parce que sinon en fait c'est compliqué de gérer les deux, c'est compliqué d'être engagé en termes d'énergie sur les deux, et puis encore une fois c'est compliqué aussi de pouvoir concilier les deux, ne serait-ce que pour trouver une entreprise qui soit OK pour laisser en fait la personne exercer son mandat. Et est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus par rapport au statut de l'élu, en termes de valorisation des compétences, du coup, valorisation du mandat? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été actées, qui ont été mises en avant pour permettre, sortie de mandat à des élus, de mettre en avant sur leur CV les compétences acquises? Comment on entrevoit justement ce post-mandat? Oui, alors il y a plusieurs sujets dans le statut de l'élu, et je dirais un mot aussi sur le volet plus particulièrement jeune, qui nous intéresse. Nous, sur la valorisation des acquis, il y a eu deux débats. Il y a eu le système des VAE, valorisation des acquis de l'expérience, à la sortie du mandat, et il y a eu le sujet de permettre, alors c'est toujours en débat donc c'est en cours, mais de permettre éventuellement à un élu local sortant, sur la base de critères, de fonctions, de rejoindre en fait, par exemple, quasi automatiquement la fonction publique après. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on est élu, par exemple, pendant 12 ou 18 ans adjoint au maire à l'urbanisme, peut-être qu'on peut, au bout de 12 ou 18 ans, si on perd son mandat d'élu, rejoindre la fonction publique pour travailler dans des services d'urbanisme. En tout cas, c'est des choses qui paraissent cohérentes, envisageables et assez, moi je trouve, assez intéressantes pour pousser justement des gens qui travaillent et qui ont cette crainte de s'engager dans le mandat, de pouvoir ensuite retrouver un chemin, s'ils ont dû se séparer de leur entreprise privée dans leur métier d'origine ou autre. Donc il y a ces débats-là. Il y a aussi les débats donc, de la formation, donc les 6 premiers mois de mandat, donc d'avoir cet accompagnement obligatoire sur les fondamentaux de l'élu. Et puis nous, à la GEF, sur le volet jeune, sur le statut de l'élu, parce que je pense que c'est très important de le souligner, on a notamment poussé 2 propositions. Donc la première, c'est la création d'un statut de l'élu étudiant. Parce que ça, c'est vraiment un combat personnel aussi, mais moi, je l'ai vécu comme des centaines d'autres membres de l'ASSO et jeunes élus en France. Quand vous êtes aujourd'hui en France, jeune, étudiant et élu avec un mandat local ou autre, national même, vous n'avez aucune dispense d'assiduité. Par contre, quand vous êtes... ou aucun aménagement d'emploi du temps. Quand vous êtes étudiant sportif, par exemple, de haut niveau, ou élu étudiant, élu dans le conseil d'administration de la faculté, vous avez
dispense d'assiduité, motif valable, aménagement d'emploi du temps. Moi, ça m'est arrivé, je présente ma convocation au conseil municipal. Quand même pas rien, le conseil municipal, il y en a 5, 6 dans l'année. Je suis adjoint au maire, il faut que j'y aille, que je m'y rende. C'est une absence injustifiée. Or, dans un certain nombre de facs, la mienne, mais beaucoup d'autres, 3 absences injustifiées, 0. Ouais. Donc, forcément, les étudiants nous disent, mais nous, on ne va certainement pas s'engager factuellement, dans un c'est mandat pas possible, d'élu. en fait. Factuellement, c'est pas possible, parce que c'est soit ça, soit peut-être on plante nos études. Bien sûr. Donc, et quand on entend ça, forcément, on n'a même pas envie, nous, de pousser des jeunes étudiants à s'engager dans des mandats d'élus, alors que le nombre d'élus baisse, puisqu'il était, avant les années, au début des années 2000, fin 90, de à peu près 12%, moins de 35 ans en France. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a seulement 4,7% des élus en France qui ont moins de 35 ans. Oui. Enfin, c'est quand même alarmant de se dire que où est la représentativité de la population locale, la population nationale, dans cet échantillon d'élus aujourd'hui en France. C'est complètement... c'est un chiffre que je trouve assez hallucinant, 4,7%. Et donc, pour y répondre... Peut-être qu'il y a quelques mesures à mettre en place. Bien sûr. Voilà. Donc, le statut de l'élu étudiant, donc, qui permet cet aménagement d'emploi du temps, cette prise en compte des dispenses d'assiduité dans les motifs valables d'absence pour l'enseignement supérieur, et puis évidemment les prises en charge légales, mais clairement affichées de frais de transport si on n'étudie pas dans la même région que sa collectivité d'élection. Ouais. C'est un levier dont aujourd'hui on peut logiquement se servir, c'est pas gravé dans le marbre, mais on ne le fait pas. Moi, je ne l'ai jamais fait. Jamais 1 euro pris sur la collectivité pour un défraiement ou quoi que ce soit. Mais pourtant, c'est une possibilité légale. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il faut le réaffirmer quand même dans le statut de l'élu étudiant. Et puis, la visioconférence. Un deuxième sujet, c'est un peu le sujet tabou aujourd'hui encore, mais nous, on le soulève, on le promeut. Nous, on est contre, évidemment, le 100% visio. Parce que, on le disait, je l'ai dit pendant tout notre échange, le mandat d'élu, c'est avant tout un lien humain, c'est de l'enrichissement humain et personnel. Donc évidemment, je ne suis pas pour le 100% visio. Par contre, nous, ce qu'on proposait, c'est la visioconférence pour toutes les commissions municipales, notamment. Ça a été accepté et acté dans la loi, donc c'est une bonne nouvelle. Et ça n'a pas été retenu, la possibilité de participer au conseil municipal en visioconférence avec 3 garde-fous même. Un, si le maire et le conseil municipal l'acceptent dans le règlement du conseil municipal, dans le règlement intérieur, ce qui n'est pas donc une obligation, c'est une possibilité légale qu'on voulait offrir. C'est une possibilité offerte. Oui, c'était une possibilité légale qu'on voulait offrir. Ouais. Le maire n'est pas embêté s'il prévoit la visio partielle pour ses membres. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si votre élu majoritaire ou d'opposition dit « moi, je vais être en visio parce que je ne peux pas être là », si ce n'est pas au règlement intérieur du conseil municipal, ce n'est pas possible. Donc, on voulait cette possibilité légale, ce qui est quand même une souplesse intéressante, moi, je trouve, pour les collectivités locales. Deuxième garde-fou, un motif d'absence valable, effectivement, listé, congé maternité, études dans une autre région que la région de la collectivité d'élection, déplacement professionnel, voilà, maladie, une liste très claire et assez restreinte. Et troisième critère, interdiction de la visio pour les conseils primordiaux tels que le vote dans un exécutif, changement d'adjoint, élection du maire, ou le budget primitif annuel. Voilà, donc c'était notre proposition. Elle n'a pas été retenue malheureusement et on trouve ça dommage parce qu'on a beaucoup de jeunes, notamment dans les milieux ruraux, qui nous disent que pour eux, c'était extrêmement intéressant parce qu'ils auraient pu étudier ou bosser ailleurs, venir dans leur commune 1 semaine sur 2 par exemple, mais beaucoup de jeunes nous disent aujourd'hui, si je priorise le conseil municipal, c'est au détriment de rendez-vous avec les administrés, d'inauguration, de représentation, ou de présence sur le terrain, parce que la date du conseil, elle est figée. Et donc, si j'y vais là, la semaine d'après, je ne peux pas y aller pour des raisons étudiantes ou professionnelles. Et donc, voilà. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas donner ces outils-là, qui sont quand même assez simples, assez clairs et assez souples. Aujourd'hui, en 2025, toutes les entreprises utilisent la visioconférence. Et tu l'expliques comment? Vous avez eu un retour, un argumentaire? Bien sûr, très mauvais. Ah. Moi, je trouve très mauvais. Mais après, oui, l'argumentaire, on l'a eu. Je vais le dire en transparence, l'argumentaire. Les trois raisons. La première, ça a été l'argumentaire, notamment de l'État, pour citer personne, mais après, on a eu un désaccord là-dessus, on s'est expliqué, et voilà. Mais il y a eu effectivement un argumentaire sur les résidences secondaires, en disant ça va probablement faire exploser le nombre d'élus en résidence secondaire. Oui. Je trouve
étrange. Oui, surtout comme pour des argument. étudiants. Ouais. Voilà, pour des étudiants, pour des déplacements pro, pour des congés maternité, je trouve ça assez étrange. Et puis surtout, si aujourd'hui, on veut être élu avec sa résidence secondaire, c'est possible. Ben, bien sûr. Donc si on a peur qu'il y ait des élus en résidence secondaire, on n'a qu'à supprimer la possibilité de se présenter si ce n'est pas votre résidence principale. Mais cet argument, pour moi, ne tenait vraiment pas la route. Le deuxième argument, il est venu beaucoup de l'opposition, d'une opposition parlementaire, notamment des partis les plus radicaux, que j'ai trouvé assez dommage de dire, en fait, si on n'est pas... je reprends les mots d'un parlementaire qui dit dans l'hémicycle, si on n'est pas foutu d'être présent dans sa commune d'élection et qu'on veut être élu local et de ne pas y être à 100% du temps et de ne pas s'y consacrer tout le temps, on ne se fait pas élire. Oui. Bon, je trouve ça un petit peu dommage pour les jeunes qui veulent mener des études, qui veulent avoir des vies professionnelles. On sait qu'aujourd'hui, la génération actuelle, ce n'est pas du tout la même génération que les générations... Le décalage, il est là, il est dans la réponse. Le décalage, il est là. Et la réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la vie politique, à mon sens, et au sens, à mon avis, des jeunes aujourd'hui, ce n'est plus une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire des carrières politiques, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent des carrières politiques adossées à une vie privée, professionnelle. Et aujourd'hui, cela ne le permet pas. Et pourtant, je pense que les Français aiment bien aujourd'hui, en tout cas on le voit dans les votes, ils aiment bien soit le personnel politique qui ne vient pas forcément de la politique de prime abord, soit les jeunes. Oui. Et aujourd'hui, un certain nombre de formations politiques l'ont bien compris. On les aime ou on les aime pas. Jordan Bardella, Gabriel Attal, Louis Boyard, Manon Aubry, Mathilde Panot, qu'est-ce qui les relie ? Leur jeunesse, leur nouveauté. Donc, moi, je trouve dommage de ne pas donner les moyens aux jeunes de davantage s'engager, notamment au niveau local, parce que les personnalités que je viens de vous citer, elles s'engagent beaucoup au niveau parlementaire, au niveau national ou voire européen, mais elles s'engagent très peu pour les collectivités locales. Et c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement dans nos territoires. Et enfin, troisième et dernier argument, c'est le mien, c'est ma réponse, c'est à mon avis par pur conservatisme. Oui, mais on souffre de ça en France. C'est-à-dire qu'on voit bien que malheureusement, cette déconnexion-là dont on souffre actuellement, elle est aussi liée à l'incapacité de l'exercice du pouvoir politique de se renouveler à la vitesse où la société évolue et où les besoins évoluent. Je pense, oui. Et ça, ce décalage, il est inadmissible et il est surtout inconcevable en fait, pour la population aujourd'hui. On demande à tous les Français d'être hyper agiles par rapport à l'évolution économique surtout. Et sociale. Et au final, l'exercice du pouvoir politique est incapable d'avoir cette agilité parce que on veut conserver un espèce d'exercice du pouvoir à l'ancienne qui n'a plus lieu d'être et qui en fait handicape totalement la capacité de la France à avancer, même d'un point de vue local, quoi. Enfin, Une personnalité politique dans les débats parlementaires au Sénat a dit cette phrase sur le statut de l'élu. C'était au sujet de notre amendement que l'AGEF avait co-déposé, avait déposé, vous voyez, avec une co-rédaction avec les sénateurs concernés. Et on l'avait déposé sur tous les bancs. On a déposé à gauche, socialiste, LR, on avait eu RDPI aussi. Donc on avait une bonne représentativité. Et une personnalité politique au Sénat a dit cette phrase qui m'a surprise, qui est de dire la visioconférence dans les conseils municipaux, alors même qu'on proposait la possibilité, et pas l'obligation, pas le 100%, uniquement sur justification exceptionnelle. La nuance, elle était là, elle était forte. C'était de dire la solennité, ce que tu dis, l'exercice du pouvoir, la solennité du conseil municipal, ça va fragiliser ce moment solennel que reprend le conseil municipal. Et moi, j'entends cet argument, mais aujourd'hui, est-ce qu'on veut garder la solennité du conseil municipal ou est-ce qu'on veut demain que dans les territoires ruraux, que les femmes s'engagent ou est-ce qu'on veut des pénuries d'élus locaux ? Parce que dans le même temps, les mêmes parlementaires vont dire oui, mais dans les territoires ruraux, il n'y a plus de liste, plus personne veut se présenter. Oui, mais on ne donne pas les outils nécessaires. Oui. La visio ne fera pas tout, elle ne fait pas tout. Mais c'était un début de réponse. C'était pour moi un outil intéressant et c'était, en tout cas chez nous, porté par tous les jeunes, qu'ils soient socialistes, écologistes, républicains, enfin vraiment de tous les partis politiques confondus, tous. Disons que c'est un argument qui fait face à une réalité. Et c'est ça tout le problème en politique. C'est que tu vois bien qu'il y a une réalité de terrain qui est vécue et une incapacité en fait à s'adapter régulièrement à cette réalité, parce qu'en plus cette réalité
l'actualité, elle évolue très vite. Oui. Et on a des règles au pouvoir qui nous empêchent en fait totalement d'avoir cette adaptabilité. Et ce qui fait notre retard à tous les niveaux. Hein. Et tu parlais d'éducation tout à l'heure. C'est exactement ce dont on souffre aujourd'hui. On en souffre beaucoup, oui. Sur l'éducation, je crois qu'on pourrait tout revoir aussi presque de fond en comble. Mais bon. C'est ça. Alors Florent, est-ce que tu peux justement nous parler de cette foi en l'engagement pour les municipales? Est-ce que quel message tu aurais à faire passer aujourd'hui en vue de ces élections au mois de mars à tous les jeunes, soit qui ont peur, puisqu'on a traité ce sujet, soit qui ont cette notion de légitimité qui pose question, et soit qui se sentent effectivement peut-être déconnectés. Quel serait ton message aujourd'hui pour les faire venir s'engager, qu'ils aient envie en fait de participer à cet engagement-là, et puis a posteriori de pouvoir venir vous rejoindre? Ouais, je pense qu'effectivement, les jeunes ont des parcours de vie très très différents, ont un regard sur le sujet tous très différents. Un jeune n'est pour moi pas comme un autre jeune. On parle beaucoup des jeunes parce qu'on doit définir les jeunes par leur âge, leur expérience étudiante, leur vie professionnelle. C'est aussi le début de la vie active. Mais les jeunes sont très nombreux à nous faire remonter des difficultés très différentes. Moi, ce que j'aimerais dire en tout cas effectivement à ces jeunes-là, ne pas avoir peur de l'illégitimité. Ça, c'est primordial. On peut avoir des craintes, on peut avoir des doutes, on peut avoir des colères, mais il faut surtout avoir des envies, des idées et une vision pour le territoire. Si on veut être élu, pour être élu, ça ne fonctionnera pas. Moi, quand j'ai été candidat, officiellement déclaré, j'avais 17 ans. J'ai été élu à 18, légalement, mais en réalité, le temps de la campagne, pendant 4 mois, j'avais 17 ans. Et c'est que les 2 derniers mois de campagne où j'étais majeur. J'ai entendu, alors heureusement, pas de façon très nombreuse, mais j'ai entendu à 2-3 reprises dans ma commune des gens qui disaient, alors c'était plutôt des opposants, mais qui disaient effectivement, mais il va servir à rien, il apportera rien, ce sera un élu fantôme, il a aucune compétence, il a aucune crédibilité. Et moi, j'ai toujours dit, quand on me posait la question, mais est-ce que t'es pas un peu jeune? Mais est-ce que tu vas vraiment être là? Tu vas pas être trop à Paris? J'ai dit, vous me jugerez sur le bilan. Vous me jugerez sur ma présence. Effectivement, si dans 6 ans, on m'a vu 5 fois à Auribeau-sur-Siagne pour 5 inaugurations, j'aurais été un très mauvais élu. Si vous m'avez vu faire mes déplacements, comme je l'ai fait pendant 6 ans, 1 semaine sur 2, être extrêmement assidu et présent au conseil municipal, dans les délibérations, dans mes délégations, pour les jeunes, pour la communication, pour la proximité, la qualité de vie, sur les projets que j'ai menés, sur ma présence aussi, ma capacité à répondre aux courriers, aux mails, aux demandes des administrés, j'aurais probablement été un bon élu. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui aux jeunes et ce que je veux leur dire, c'est de se lancer, d'y aller, d'être armé, d'avoir en tête évidemment la réalité, les difficultés et la réalité du terrain, mais avant tout de travailler au corps son territoire, par exemple si on est né dans un territoire, eh bien le territoire lui a forcément apporté, de rendre en fait à ce territoire ce qu'il lui a apporté et de le préparer aussi pour les générations futures. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête pour vraiment avoir un mandat serein. Je pense qu'aussi il faut promouvoir l'éthique. Quand on ne sait pas, on l'admet. On est humble. La sincérité. La sincérité. Je pense que c'est extrêmement important. Pas de jeunisme. Moi, je suis pour les jeunes en politique, mais je suis pas pour le jeunisme à tout va. Je pense que les générations entre elles ont beaucoup à s'offrir. J'ai mené par exemple un projet dans ma commune sur le tourisme. Ça a été précieux d'avoir les témoignages des habitants qui ont connu telle ou telle anecdote, telle ou telle époque de la commune, il y a 5-10 ans, mais il y a aussi 50 ans. Et je trouve que cet enrichissement mutuel aussi d'élus, parfois sortants, qui rempilent avec des nouveaux visages, cet enrichissement-là, il est précieux. Il faut à la fois que des élus, entre guillemets, j'allais dire plus âgés, aient cette capacité d'écoute des jeunes. Parce que les jeunes, ils ont des envies, ils ont des visions, ils ont 1001 projets, 1001 idées. Quand on les écoute et qu'on les considère, ils apportent vraiment quelque chose. Et à l'inverse, je pense que c'est aux jeunes aussi d'apprendre de leurs plus anciens, à la fois les compétences, l'expérience, mais aussi la patience. Tout à fait. Le calme, la résilience. Faut jamais être, effectivement, faut jamais être fataliste. Faut pas se dire j'ai raté ça ou mon mandat est mauvais. Non, il faut effectivement avoir toujours cette forme de résilience. Et puis enfin, et je termine là-dessus, il y a effectivement tout un état, je pense, d'esprit à avoir, être préparé, avoir des idées, une vision, et enfin
je vais finir là-dessus. Le procès en illégitimité, on l'oublie. Je pense, et ça, je tiens vraiment à le souligner, en tout cas pour être élu local, je précise bien local, je pense qu'il faut avoir une véritable ouverture d'esprit. Pas vouloir faire de la politique nationale ou de la politique partisane forte dans les territoires. On peut avoir des convictions. Moi, je suis de droite. Moi, je ne me suis jamais caché de mes idées sur la sécurité, sur l'immigration, sur la bureaucratie. On en parlait tout à l'heure. Je ne me suis jamais caché. J'ai toujours eu des idées très claires et de droite. Par contre, quand on reçoit quelqu'un, on ne lui demande pas pour qui il a voté, je le disais tout à l'heure, mais on ne profite pas non plus de la collectivité pour faire de la politique nationale ou partisane. Je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je dissociais le militant et l'élu, je n'ai pas vraiment approfondi l'idée, mais quand on est militant, c'est extrêmement noble, et c'est précieux d'avoir des militants dans les familles politiques. Mais quand on est élu local, on n'est pas militant. Quand on peut être les deux, à la fois, attention. Il faut savoir séparer. Il faut savoir cloisonner, il faut savoir faire la séparation, la distinction entre les deux. Et je pense qu'effectivement, cette ouverture d'esprit quand on est élu local, pour arriver à dialoguer avec tout le monde, y compris avec ses opposants, c'est la meilleure réponse, c'est la meilleure formation qu'on peut avoir quand on est jeune, parce que finalement, aussi quand on est attaqué, sur le procès en illégitimité ou sur le manque de compétences, c'est clairement la meilleure réponse à avoir. Si je suis attaqué, on peut en discuter. Tout à fait. En face à face. Voilà. Et je pense aussi, et je termine là-dessus, les réseaux sociaux, on l'a très brièvement évoqué, ça a beaucoup d'effets positifs. Je suis moi-même très actif sur les réseaux sociaux et très présent, et j'y vais comme chaque jeune aujourd'hui, tous les jours, tout le temps, à chaque instant quasiment. Mais attention à ne pas tomber dans la politique sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un combat. Je mets du positif, je mets des réalisations, je mets du concret. Si j'ai un coup de gueule, je le mets bien sûr, mais c'est rare. Par contre, la politique sur les réseaux sociaux de bas étage, que ce soit au niveau local, quand vous avez des espèces de commentaires, de messages alambiqués, ambigus, des fake news qui circulent de vos opposants, c'est assez lamentable, surtout dans les petites communes, ça c'est clair et net. Ça, ce sera jamais, à titre personnel, ma façon de faire, et j'encourage tous les jeunes qui s'engagent à ne pas tomber sur la politique des réseaux sociaux. La politique, elle se fait en face, elle se fait au conseil municipal, elle se fait en débat, elle se fait en café-rencontre, elle se fait dans la presse. C'est l'humain. Elle ne se fait pas, c'est l'humain, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Et idem au niveau national. Je n'ai rien contre eux personnellement, mais quand je prends Louis Boyard, Jordan Bardella, Gabriel Attal, j'ai des opinions variées, différentes sur les trois personnages. C'est très TikTok. Ah oui, peut-être un peu trop. Oui, je pense qu'on partage le même avis là-dessus. Voilà. En tout cas, vraiment merci Florent. Je trouve qu'en cette période-là, je le rappelle, on est quand même le vendredi 10 octobre. Ce message que tu portes... Grande date. Peut-être un Premier ministre de ce soir. C'est ça. On l'a peut-être qu'on va le découvrir en sortant. À mon avis, on peut mettre un billet en cette fin d'échange sur le fait qu'on n'aura, à mon avis, pas de grosses surprises. Oui, je pense aussi. Voilà. Je m'attends plus à grand-chose, honnêtement. Non, c'est ça. Et c'est pour ça vraiment que je tenais à te remercier, parce que je trouve qu'on a partagé un moment ensemble d'échange au travers de ton engagement, de ta vision et de ce que tu portes. Je trouve que ce message est extrêmement positif, et je suis très contente qu'on puisse diffuser ce message positif d'engagement des élus face à un contexte national totalement déprimant. Vraiment, merci Florent, merci pour ton engagement, merci d'avoir pris le temps d'échanger, et j'espère que les auditeurs seront très contents d'avoir pu passer ce moment avec toi, et qu'ils auront pleinement confiance en fait en leurs élus locaux, et qu'en tout cas ils ressortiront avec une vision peut-être différente, une ouverture d'esprit, et puis on encourage vraiment tous les jeunes qui souhaitent encore et qui se posent encore des questions, qui souhaiteraient s'engager, et bien finalement à concrétiser et à aller de manière déterminée s'engager sur les listes au sein de leur collectivité. Merci encore Florent. Merci, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup.